Time Sport. Résultats, infos, analyse. Toute l'actualité sportive est dans Time Sport avec Bilal Nelman sur Beurre FM. Bonsoir à tous et bienvenue sur l'antenne de Beurre FM. Mercredi 27 mars, on est ensemble durant une heure concernant toute l'actualité sportive de la journée. Oui, on reviendra, c'est promis, au programme de cette émission. Petkovic, le sélectionneur algérien justement, le nouveau souffle algérien. Et oui, qui a tant donné hier soir face à l'Afrique du Sud, au Bafana. 3 buts partout. La France gagne et après, du côté de l'Orange Vélodrome à Marseille, oui, il y a eu des buts, mais là aussi, on a gagné, mais voilà, il y a toujours ce mais avec l'équipe de France de Didier Deschamps. Aurélien et son mental, ça sera au menu de cette émission. Cette fin d'émission, on rappelle le débat du jour. Sans charme, selon vous et selon beaucoup de monde, cette équipe de France ira-t-elle assez loin ? Voilà, notamment sur cette phase finale de l'Euro 2024 en Allemagne, on le rappelle, d'ici le mois de juin. On accueillera dans cette équipe de Time Sport ce soir avec moi jusqu'à 22h avant d'accueillir Vanessa, Panam Best Player, le Panam Foot avec Nasserdine et en compagnie de Abbas. Eh oui, ça fait tant d'années qu'on l'a pas revu sur l'antenne de Beurre FM. Un petit clin d'œil aussi à Mohand qui doit nous écouter ce soir, qu'on retrouvera dès dimanche. Voilà, à partir de 18h jusqu'à 20h avec toute son équipe Foot de Sport. Le 01 53 48 3000, c'est pour réagir avec toute l'équipe de Time Sport. Sans plus tarder, on va présenter la fine équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport. Il est pour parler. C'est Juan José qui nous apporte le soleil ce soir. Buonasera, buenas tardes, excusez-moi. Buenas tardes. Ouais. Buenas tardes, en espagnol, le soleil à 21h01. Même en Espagne, mais dans le studio, tu l'apportes en tout cas. Juan José, ça va? Ça va, ça fait longtemps que j'étais pas venu, mais c'est ça. On va essayer de reprendre le rythme avec Karim. Oui, bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Juste en face de Juan José. Comment ça va? Très bien. Et toi, Bilal? Ça va. L'Algérie n'a pas gagné. Ouais, mais c'était un bon match hier. Ouais, c'est un beau match. J'ai vu aussi un peu le Maroc. Ouais. C'était pas mal. On les pourra Marocains en revenir aussi. après. Les Lions de l'Atlas. Ouais, non, c'est juste pour curieux. Ouais. Non, mais il y a beaucoup de choses à dire. C'est tant mieux. Oui. Il y a pas mal de choses. Je peux faire une petite dédicace directement Bilal, par rapport à mon cousin Toufik. Il m'a dit fais pas une dédicace. Donc, il nous écoute Toufik. Ouais, il nous écoute là en direct. C'est un voilà. Et aussi à mon autre cousin qui s'appelle comme toi Bilal. Voilà Bilal. Son nom de scène c'est Lelbi. Et c'est un rappeur talentueux et faut rien lâcher. Faut rien lâcher, on va l'accueillir. Pourquoi pas dans cette émission. Ça fera plaisir à la réalisation, à Solal aussi. Voilà, le 01 53 48 3000. Lui, il nous vient du pays des Helvètes. C'est Grégory. Un grand plaisir de l'avoir avec nous. C'est Julien de Marseille qui écoute spécialement Grégory ce soir aussi. Bonsoir Grégory. Bonsoir Bilal. Comment ça va? Ça va bien. Bonsoir à tous les auditrices, auditeurs. J'en profite, une fois n'est pas coutume. Allez. Parce qu'on me l'a demandé, pour saluer tous nos amis oranais, tous nos amis et toute la famille de Cherchel. Et comme on a Petrovic qui est à la tête forcément maintenant de l'équipe, mais une spéciale pour nos amis bosniaques, en Akshava et Ramazan. Voilà, c'est dit au moins bosniaque. Ça fait plaisir. Et aussi à la vallée niçoise. Moha, juste en face de Grégory, qu'on aperçoit. Bonsoir Moha. Bonsoir Bilal, bonsoir à tous nos auditeurs et auditrices. Comme d'habitude, très bien accompagné sur le plateau de la plus belle des radios. Moi aussi, du coup, je vais faire ma dédicace. Allez, vas-y. À Stéphane Ali, la plus belle des régions en Algérie. Il faut venir la visiter sur les hauts plateaux algériens. Et très heureux de la représenter sur Beurre FM ce soir. Aussi. À tous les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les parents, les mamans et les papas. Voilà, qui nous pensons. Ça fout comme à toutes et à tous. En ce mois béni qu'est le Ramadan. Ce soir, on est avec Nasserdine, justement, du Panam Foot. Bonsoir Nasserdine. Comment ça va? Ça va très bien, tranquillement? Ouais. Nous aussi. C'est un plaisir. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partir directement sur le cas de l'Algérie. L'Algérie avec hier soir qui a joué face à l'Afrique du Sud. 3 buts partout, faut le rappeler, Karim. Oui, ça a bien joué. On a oublié déjà l'épopée Belmadi. On est déjà avec Petkovic. C'est bon. Ouais, fallait tourner la page. Il a coupé le cordon, en tout cas. Voilà, j'espère que ce ne sera pas la même situation. J'espère que ce sera pas la même situation par rapport à Didier Deschamps en équipe de France. Mais hier, il y avait une bonne ambiance. Et en fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est que Petkovic, il a ramené des anciens qui étaient au placard. Oubliés.
Et là, ils sont revenus. Et là, t'as un nouvel élan. Et j'ai pensé directement à l'équipe de France. Et je me suis dit, mais peut-être que Didier Deschamps, il devrait peut-être s'inspirer de Petkovic, là, pour sa prochaine liste. Ouais, je crois que ça sera plutôt un changement. Peut-être Zidane. Et après, on oubliera Deschamps, non? Benzia qui revient. C'est pas mal, Benzia, le but. Et avec des nouveaux joueurs, Benrahma, Bouhanani, il y avait Boudaoui, il y a beaucoup de jeunes, Amoura, Attal. Ouais, non, franchement, c'était pas mal hier. C'était pas mal. Il y a Anis qui nous accompagne dans ce studio. Il nous disait que cette défense était une passoire en quelque sorte. Malheureusement, oui, tu en penses quoi? Une passoire. Il n'a pas tort, Anis. Après, j'espère que Petkovic va pas faire dans le sens inverse et s'inspirer de Didier Deschamps sur le jeu. Sinon, franchement, on risque de vivre des années de disette avec l'Algérie encore une fois. Une défense passoire, oui, parce qu'il n'y a plus le guerrier qui est Jamel Benlamri. Qui a joué pour la JSK mais aussi pour l'entente sportive de Sétif, je tiens à le placer encore une fois, qui franchement représentait cette âme guerrière endémique à l'Algérie qu'on retrouvait vraiment à l'époque avec des joueurs un peu moins à l'aise techniquement. Je pense à l'affaire Halish, à Majid Bouguera, qui représente vraiment ce qui se faisait de mieux en défense en Algérie. Mais c'est vrai que on est un peu en disette défensivement à cause depuis le départ de Benlamri. On n'arrive plus trop à produire des éléments défensifs, mais tu vas me dire que c'est l'Algérie, et l'Algérie, forcément, tu produis de la technique, des joueurs vraiment de ballon. Et tu produis pas forcément des gardiens, qui est aussi un poste un peu en difficulté en Algérie, mais des défenseurs. Ouais. Grégory, avant de revenir à Nasserdine et aussi à prendre Rosset, l'Algérie. Avec Belmadi, on s'ennuyait, au moins avec Petkovic, on s'ennuie pas. On s'ennuie pas. Voilà, ça c'est les points. Et puis c'est toujours un plaisir d'avoir un technicien bosniaque. Ça marche en général assez bien avec l'Algérie. Ouais, c'est vrai. On a eu le président Agvaïd en l'occurrence. Et j'espère qu'on va aller loin. Petkovic, c'est un garçon c'est un homme plutôt qui a une très bonne expertise et une bonne expérience en tant que sélectionneur. Il faut pas oublier qu'il a mené la Suisse assez longtemps. Donc par rapport à ça, je m'inquiète pas. Après, c'est vrai, comme a dit Moa, bon, il y a des points, il y a des chantiers. Il a pas mal de chantiers à résoudre, à commencer par défensivement. Offensivement, ça marche pas trop mal. On va pas se plaindre. Voilà, on stabilise un petit peu derrière et puis ça devrait faire quelque chose. Je pense qu'ils vont faire quelque chose. Bien sûr, Nasserdine, l'Algérie, les Fennecs. Alors là, faut être optimiste. Alors, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle ambiance, de nouveaux joueurs, des anciens joueurs qui reviennent. Donc éviter les excès d'opprobre et les excès de confiance. On va juger sur pièce. Donc des beaux buts hier, beaucoup de buts, on prend des buts. Maintenant il faut une assise défensive, on leur laisse le temps de travailler. Ouais, l'assise défensive, mais aussi par exemple couper le cordon. On nous disait, Petkovic n'a pas eu peur de le faire en Algérie. On sait cette ferveur algérienne concernant le football et aussi le sport. Et lui il est arrivé peut-être un peu en conquérant, et ça le fait pour le moment. Avec l'Algérie, pour l'instant les gens sont plutôt satisfaits. À la fin, s'il y a des résultats, on dira qu'il avait raison. S'il n'y a pas de résultats, on dira qu'il avait tort. Donc jugeons sur pièce. En tout cas, c'est une nouvelle dynamique, donc il fallait trouver une cassure, positive ou négative, peu importe dans quelle position on se place. Mais voilà, il a voulu créer quelque chose de nouveau. Attendons les nouveaux résultats. Et puis on met des buts, c'est ça qui est important. Combien même on peut en prendre, l'essentiel c'est d'en mettre. Preuve en est, il y a une victoire. Là, il y a un match nul, c'est un 3-3. Si tu mets pas de but, ça sera autre chose. Bien sûr. Karim, avant de retrouver Rosset offensif et même au niveau du milieu de terrain, franchement, ils sont bien lotis. Ouais, il y a de quoi faire en fait. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que l'Algérie revienne quand ils jouaient avec l'époque de Rabat Sarden, vers 2010, tout ça, où il y avait du jeu de passe. Et en fait, moi, quand les supporters algériens le ohé sur les phases de possession, on aimerait bien voir ça, mais tout le temps en fait, sur les 90 minutes de jeu en fait. Je sais, Moura, c'est dur, c'est dur d'appliquer ça, c'est dur de demander ça à des joueurs professionnels, même si sont professionnels, mais il faudrait qu'ils se tiennent à une certaine. On n'est pas sur PlayStation aussi, mais vous vous rappelez pas quand l'équipe d'Algérie a joué en 3-5 joueurs qui étaient les joueurs qui jouaient avec Rabah Saden, pour Rabah Saden plutôt. Je pense à Karim Ziani qui était confirmé, qui était passé par l'Olympique de Marseille, qui techniquement était d'un autre niveau. Je dis pas qu'aujourd'hui dans l'effectif algérien t'as pas des joueurs comme ça. Moi par exemple je pense à Hadj Moussa, le jeune. Hadj Moussa qui me fait vraiment plaisir, qui est en Belgique, qui a tout explosé, aux Pays-Bas aussi. Je le connaissais pas. Je le connaissais pas avant la liste. C'est très jeune. T'as pas un effectif parce que je pense à Karim Ziani, Majid Bouguera, toute cette génération. Nadir Belhadj qui était un latéral exceptionnel, surtout du côté du Queen's Park Rangers. Mais c'était des joueurs assez expérimentés. Là, t'as un effectif super jeune.
on l'a vu, il faut vraiment laisser du temps à cette équipe d'Algérie. Faut pas presser le monde. Moi, au milieu de terrain, je trouve que c'est un peu vide. J'ai bien aimé le match de Zerouki personnellement, que j'ai trouvé vraiment pas fou pendant la CAN. Il était carbonisé pendant la CAN. Il était carbonisé même un peu avant. À cause de Belmadi, parce que là, il a l'air de reprendre des couleurs un peu. C'est pas. Et juste, je voulais terminer, Bilal. Et je m'étais trompé sur Petkovic quand ils l'ont annoncé sélectionneur. Et là, vraiment, en fait, il est en train de me choquer, de me surprendre agréablement. Sur le charme, justement. Mais c'est incroyable. Du sélectionneur algérien. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, ce que je disais hier par rapport à l'équipe de France, faut pas sélectionner, faire une sélection, une liste, qu'avec des gens qui jouent dans les meilleurs clubs. Il faut prendre des joueurs qui jouent, même s'ils jouent en Afrique, comme Ken Doussi qui joue en Égypte. De l'équipe de France. Il est très fort, oui. Non, mais pour faire un petit parallèle. Et il y a un joueur, Agdar ou Lagdar, qui joue à New York City, et c'est un attaquant, et je le connaissais pas. Et voilà. Et il faut qu'il s'inspire, il faut qu'il prenne tout le monde du monde entier, les meilleurs Algériens, pour faire une bonne équipe nationale. Ouais, c'est la diaspora algérienne, quoi. C'est un peu comme se fait un monsieur. Hein, pas prendre tout le temps les mêmes. Il faut laisser la chance aux autres. Non, mais c'est vrai, tu as raison. Il y a beaucoup de projets. Bien sûr. Et il faut s'en rappeler, s'en souvenir. J'ai juste une question pour vous tous. Alors, vous êtes tous lancés. Allez, ils sont lancés. Des fervents admirateurs de cette équipe d'Algérie. On a des lions là dans le studio. C'est combien des matchs Petkovic? 2 matchs. C'est 2 matchs. Ah, 2 matchs. Juste 2 matchs. Que 2 matchs. Alors, c'est bien celui-là qui est allé entraîner en Turquie, qui a tenu à peine une saison. Celui-là qui est allé entraîner en Italie, qui a tenu à peine une saison. C'est celui-là qui est allé à Bordeaux et qui a tenu à peine une saison. Oui. En fait, le seul club où il a tenu un tout petit peu, c'était Lugano. Et puis en Italie, parce qu'il a tenu 3 saisons avec l'un des clubs et avec la sélection suisse. C'est d'accord avec toi, Mais ce que je veux dire par là, c'est que allez, on va lui laisser un peu le temps. Bien sûr. Ça a été très compliqué pour l'Algérie. C'est plus ou moins normal que les joueurs soient rappelés et que ceux qui étaient déjà là veuillent bien faire avec un nouveau entraîneur qui d'ailleurs, vu son expérience, je ne sais pas s'il connaît de très près le football africain. J'ai quand même quelques doutes. Parce que je vois pas en quoi le football suisse et le football algérien sont plus ou moins semblables. Et puis, je me dis que quand vous voyez ces statistiques, allez, moi, je vais t'en donner des statistiques. Pas comme ça en avant, après 2 matchs, et 2 matchs sans victoire d'ailleurs, parce que si vous regardez si vous regardez de près les statistiques, parfois le nombre de victoires dans ces clubs, c'est 18%. Alors moi, 18%. Oui, donc c'est pour ça que je vous dis que. Bien sûr. Moi, si je peux être emballé par le match, si tu veux. Bien sûr. Mais allez, si on essaye d'analyser après 2 matchs, je trouve que vous êtes trop optimiste pour l'instant. Je vais défendre mon compatriote. Allez, vas-y, les défendre. Il y a des entraîneurs qui sont faits pour être sélectionneurs, il y a des entraîneurs qui sont faits pour être des entraîneurs de club. Alors je peux te rejoindre, effectivement. Est-ce que Vlad, c'est un grand entraîneur de club? À ce niveau-là, je peux me ranger à ton avis. Mais sur la partie sélectionneur, on va prendre ce qui s'est passé en Suisse. C'est 42 victoires, 14 nuls, 22 défaites. Autrement dit, c'est 54% de matchs gagnés, c'est 60% de matchs sans défaite. C'est quand même pas mal pour un petit pays comme la Suisse qui n'a pas des top players. On parle d'un pays qui a 7 millions d'habitants. Souvent, les gens ont tendance à l'oublier. L'Algérie, je pense qu'il y a un meilleur vivier, plus riche. Il a joué en tant que joueur pendant des années en Suisse, donc il connaît très bien le football suisse. Il a été l'entraîneur des Young Boys pendant 3 saisons, des Lugano, une seule saison entre autres. Donc, c'est-à-dire que et heureusement qu'il a des résultats avec la sélection suisse, parce que c'est là où il s'est formé grosso modo en tant que joueur, parce qu'il a commencé dans les catégories inférieures suisses. Heureusement, c'est là où je reviens après sur le fait qu'il n'est pas un entraîneur avec une grosse expérience internationale. Ça n'a pas marché en Italie, ça n'a pas marché en France, ça n'a pas marché en Turquie. Et attention, est-ce que ça peut marcher avec l'Algérie? Je l'espère. Mais rappelez-vous, comme Belmadi a été nommé sélectionneur, tout le monde était lancé, tout le monde était content. Et voilà, ça va être de la révolution. Et bien voilà, il faut constater que cette équipe, malheureusement,
petit à petit, c'est dégonflé jusqu'à l'élimination. Alors, Belmadi a un problème dans la longévité. On est d'accord aussi. Mais après, c'est tout le temps la même histoire en termes de dynamique à remettre dans le couple. Les Algériens étaient sur la hype Belmadi parce que c'était un Algérien aussi. Et c'était ça qu'on voulait. Comme avec le Sénégal aussi. Voilà, avec Aliou Cissé. En plus, ils sont voisins, ils habitent dans le 94, ils viennent de Champigny-sur-Marne, etc. Mais moi, en fait, Petkovic, il a beaucoup de matières premières, il a beaucoup de matières, quoi. Il a beaucoup de travail, je pense, à faire. Mais franchement, il y a un potentiel incroyable, moi, je pense, en Algérie. Et je voulais faire le parallèle avec le Maroc parce que j'ai vu hier l'équipe du Maroc. Pareil, il s'inspire sur des jeunes, des Ben Seguir qui viennent de venir, des Brahim Diaz, le joueur du Real Madrid qui était titulaire hier, et avec des anciens comme Hakimi, Ziyech et Aguerd, etc. Et c'est ça, en fait, je pense que pour une sélection, l'alchimie parfaite, c'est trouver l'alchimie, ce lien entre les anciens et les jeunes générations pour préparer tout ça. On rappelle les Lions de l'Atlas, les Marocains ont fait match nul face à la Mauritanie. Vous restez avec nous, on revient avec Panam Foot et nos deux invités de ce soir, rien que pour vous. Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM en ce mercredi soir, 21h16. On est en compagnie de Juan José, de Moha, toujours là avec justement notre Karim National, là, en studio avec Grégory aussi. On n'oublie pas Aurélien Duhart et sa fameuse chronique en fin d'émission. Allez, place à l'invité de ce soir. Time Sport. The Special One. C'est toute l'équipe de Panam Foot qui s'est déplacée dans les studios de Beurre FM ce soir en la personne de Nasserdine qu'on a pu déjà découvrir dans le premier dossier de cette émission concernant l'Algérie et Petkovic. On va aussi redécouvrir un grand monsieur du football amateur et pas que, je dirais du football voire international, Abbas. Bonsoir Abbas, comment ça va? Bonsoir Bilal, bonsoir toute l'équipe, bonsoir les auditeurs. Tranquillement? Ça va, merci. Ouais. Bien. Toujours heureux de venir ici, c'est la deuxième fois. Nous aussi. Bah écoute, vraiment. Voilà. Avec Nasserdine. Avec un grand sourire, c'est ça. avec Nasserdine Yahya. On dit toujours du bien du Panam Foot, notamment, j'en cite, il y a Samir Djebali, on est avec Toto Bellozzo aussi qui doit nous écouter ce soir, ou encore Mourad, Yassine Bouhadi, il y en a beaucoup, Kamal Aïd Keira, qui sont de la partie Nasser, qui nous écoute, depuis où il est. Le Panam Best Player, justement, je tiens à le rappeler, Nasserdine Abbas, qui récompense le meilleur joueur évoluant en Ile-de-France de la catégorie U14 à U19, c'est bien ça? Alors, le Panam Best, oui, c'est ça. Ouais. Le Panam Best Player, c'est quoi? Le Panam Best Player, c'est l'équivalent du Ballon d'Or du football francilien. Voilà. Il va y avoir des élections, d'accord, qui sont faites par des recruteurs. Un jury composé uniquement de recruteurs de clubs professionnels. Et les générations concernées sont les U14, U15, U16, U17, U18 et U19. Non, je dis une bêtise, pas U14. U15. Les deux premières éditions ont commencé par U14. Oui. Maintenant, donc de U15 à U19. Et ensuite, à partir du moment où on a les vainqueurs de chaque génération, les recruteurs donc de clubs professionnels, le jury va élire le meilleur joueur, toute génération confondue, et qui sera désigné Panam Best Player 2024. Le Panam Foot toutattaché.fr. Assez fou. Vous êtes parti de rien, avec vos équipes, vraiment, avec Nasserdine, avec tant de monde. Et maintenant, c'est vrai que faut aller vraiment se renseigner sur ce site pour tout retrouver. C'est une vraie pépinière. On parle de cette fameuse pépinière francilienne, avec celle de Sao Paulo ou encore Rhône-Alpes et la Méditerranée. Mais c'est vrai que là, on retrouve tous les résultats, tous les joueurs, quoi. Exactement. Alors, le Panam Foot, donc je suis le concepteur de Panam Foot, qui est un média avec toute mon équipe. Donc, c'est un média qui a été créé en 2014, d'accord, et qui renseigne sur le football francilien. Donc on a été les premiers sur cette ligne éditoriale, en annonçant toutes les signatures, en interviewant les coachs de jeunes. Et ensuite, donc, pour se diversifier, parce que quand on fait, c'est comme Coca-Cola, à partir du moment où vous faites quelque chose de qualité, vous êtes copié. Donc on s'est diversifié, on a créé ce qui s'appelle la Panam Cup. La Panam Cup, donc c'est un tournoi qui rassemble des équipes franciliennes, ça peut être sur des générations U14, U15, voire U16 ou plus jeunes. Et ensuite, en 2018, on a créé le Panam Best Player. Et donc voilà, c'est la 4e édition.
Et donc la cérémonie finale aura lieu à Saint-Denis au théâtre Gérard Philippe, donc le 20 mai de 2024, d'accord. Et là-dessus, donc, je vais faire la passe à justement. Mon conseiller, mon ami, un élément fort de l'équipe, Nasser Didine. Didine, justement, Didine qui est avec nous du Paname Foot le 20 mai. Parce que nous, est-ce que le 20 mai, tout le monde peut venir, c'est ça? Parce qu'il n'a pas dit. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui va venir. Les places vont être très chères. Je plaisante, mais l'idée, c'est la valorisation du football amateur francilien. C'est la cérémonie qui rassemble véritablement le football amateur francilien et le football professionnel. Aujourd'hui, le parrain officiel de la Paname Best Player, c'est Youssouf Fofana, international français. Donc l'année dernière, des joueurs de football professionnel sont venus remettre les trophées aux différents joueurs. Donc c'est vraiment la cérémonie, peut-être la seule cérémonie qui rassemble le foot amateur et le football professionnel. Deux entités qui finalement fonctionnent en symbiose, alors qu'on a souvent entendu les gens qui veulent les opposer, alors que tout les rassemble. Les uns ont besoin des autres. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le ballon d'or du football francilien, on n'a pas peur de le dire. Mais il y a effectivement les meilleurs joueurs en région parisienne qui sont récompensés, mais pas seulement. Le but, c'est de valoriser tous les acteurs et tous ceux qui structurent le football amateur en Ile-de-France. Et c'est un clin d'œil aussi à tous ceux qui sont dans toute la France. C'est les arbitres, les bénévoles, les dirigeants, les clubs qui font des actions sociales et éducatives au quotidien. Malheureusement, c'est pas les choses qui sont les plus valorisées, parce qu'on est souvent attiré par la réussite professionnelle, etc. des joueurs. Donc c'est notre fil rouge, on va pas s'en cacher, mais tout autour, il y a toutes ces choses-là qui sont valorisées. Et donc c'est le plus grand événement, et le plus grand événement qui est en train de grandir, qui est en train de prendre de l'ampleur, qui passe des étapes d'année en année. C'est ça. Et cette année, il est en train de prendre une autre tournure encore. Une autre tournure, justement. On vous accueille sur l'antenne de Beurre FM parce que nous aussi, on veut vous voir encore plus gravir les échelons et même évoluer sur la sphère. Notamment, on est en année olympique Paris 2024. Pourquoi pas un Paname Foot, même si le nom est Paname Foot, avec le Paname Best Player, mais pour l'Hexagone, pour toute la France, quoi. Par exemple, même pour les Marseillais, pour les Lyonnais, récompensant tout le football amateur. On l'a déjà évoqué avec Abès. Vraiment. Après, c'est du travail, il faut des personnes, il faut des moyens. J'ai du travail. Nous, on a des partenaires aujourd'hui qui nous accompagnent. Et donc, on est ouvert aussi au partenariat. Donc, ceux qui souhaitent vraiment profiter aussi de cet événement-là peuvent nous contacter pour échanger, etc. Bien sûr. Nous, on se met aucune limite. Cette année, on avait prévu de le faire au Stade de France. Il y a des travaux au Stade de France en ce moment pour les Jeux Olympiques, donc c'est pas possible. Donc déjà, l'année prochaine, pour l'édition 2025, il est prévu qu'on le fasse au Stade de France, qui est un lieu mythique du football français. Bien sûr. Et donc, et pourquoi pas le faire dans la belle salle du vrai Ballon d'Or? Pourquoi se mettre de limites? Aussi, mais je suis très très sérieux. Et pourquoi pas, comme on dit, Inch'Allah, ça pourra le faire. Et on va essayer d'aider tout cela. Il faut savoir, bien sûr. Excuse-moi, Bilal, alors avant de donner la parole à Grégory et aussi à Moha. Excuse-moi, je te coupe. Il faut savoir que l'an dernier, le Paname Best Player était animé par Smaïl Bouabdella. Smaïl Bouabdella, notre confrère d'Amazon Prime. Voilà. C'est ça. Donc, justement, à qui nous passons le bonsoir. C'est lui également qui va animer la cérémonie finale qui aura lieu, comme l'a dit Didine, au théâtre Gérard Philippe. On attend plus de 700, 800 personnes. Il faut savoir que on a grandi, on a évolué, on a beaucoup plus de partenaires qu'au début. La première fois que j'étais venu ici, tu te rappelles, donc ça doit être en 2018. Donc là, on a comme lead partner Puma, gros partenaire Puma. On a fait un partenariat également avec le Conseil général de Seine-Saint-Denis. On a fait un partenariat avec le district de Seine-Saint-Denis. On a un partenariat avec IFRI. Ça va plaire bien sûr. Moi, ça me plaît beaucoup. Voilà. On a un partenariat également avec Tonser, qui est une application football et qui est une des plus grosses applications football amateur d'Europe. Ils sont présents aussi bien en France qu'en Scandinavie, aux Pays-Bas, en Angleterre. Voilà, donc on a pas mal de partenariats, de partenaires, et on se développe encore. On est parce que comme il a dit Didine tout à l'heure, on est nos limites. Aujourd'hui, c'est vraiment l'événement numéro 1 du football amateur. C'est l'événement numéro 1, c'est du jamais vu. C'est ça. On s'est renseigné, il n'y a pas l'équivalent de l'élection d'un ballon d'or du football amateur jeune, que ce soit en France, que ce soit dans les pays européens et même, je crois, au niveau des pays étrangers. On est beaucoup plus loin. Moha, à les réactions avec Grégory aussi. Alors déjà, je vous félicite pour votre travail. C'est vraiment une œuvre magistrale que vous mettez en avant pour le football amateur et pour le football en général, comme vous l'avez dit.
Moi j'ai une petite question. Vous parlez de Ballon d'Or. Moi j'ai un petit souci avec le Ballon d'Or. Tous les critères changent chaque année. Et je pense que ces dernières années, le critère c'est être Lionel Messi. Est-ce que pour remporter le Ballon d'Or du meilleur joueur d'Île-de-France ou de région francilienne, est-ce qu'il faut s'appeler Lionel Messi ou quels sont vos critères tout simplement? Alors il n'y a pas de critères particuliers, c'est des critères plutôt objectifs. Comme il a dit tout à l'heure mon Abbès, c'est un parterre de recruteurs d'Île-de-France qui recrutent pour les clubs professionnels, qui donnent leur avis de manière la plus objective possible. Donc il n'y a pas un choix particulier. Tout est transparent, donc c'est un choix en commun. Il n'y a pas de choix en fonction du profil du joueur, etc. Ça peut être un joueur avec un profil athlétique, un profil plutôt technique, peu importe. C'est celui qui est méritant remportera le trophée. Ah ben allez. Moi je connais. C'est une très bonne chose. L'Île-de-France est un gros pourvoyeur de joueurs. On met assez rarement en avant le côté amateur, et ça c'est une très bonne chose. Le travail que vous faites, il est vraiment excellent. Merci. Et puis de l'autre côté, pour les joueurs qu'elle remporte, puisque dans l'agence on a Saïd qui avait remporté pour la génération 2000. Je peux vous dire que les joueurs, ça les valorise et ça leur fait un bien fou aussi. Donc un grand applaudissement et puis continuez comme ça, vraiment ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Justement, Abbès et Didine avec nous sur l'antenne de Beurre FM ce soir. On a l'Espérance sportive de Sartrouville avec justement Kamel, on a Aziz et Mohamed en voiture avec Mosta qui nous écoute, et bravo Panam Foot. Solal, merci à eux. Ouais, bien sûr. Les gars, déjà je trouve ça génial que vous récompensiez les acteurs majeurs, que ce soit en Ile-de-France ou ailleurs, et que ce soit des joueurs aussi bien que des encadrants, etc. On a besoin de ça aussi en France. C'est quelque chose qui, je pense, va avoir un effet dans les années à suivre, que ce soit là à l'échelle de l'Île-de-France, mais aussi pourquoi pas pour ces jeunes qui vont avoir l'occasion de représenter ce pays à l'international plus tard dans des grands clubs européens ou ailleurs. Donc ça déjà c'est un super point. Maintenant j'avais une question. C'est vrai que pour des encadrants qui sont forcément plus branchés sur cet aspect-là, ça peut paraître un objectif, ou même pas, en tout cas ça peut arriver à leurs oreilles. Première étape, comment aujourd'hui vous faites en sorte que ces enfants-là, qui ont peut-être comme rêve d'avoir le Ballon d'Or, mais de la cérémonie du Ballon d'Or telle qu'on la connaît, arrivent à avoir comme objectif, et premier objectif qui pour moi est nécessaire avant de penser à ce genre de choses, ce ballon que vous proposez, ou au moins cette récompense-là que vous proposez à des jeunes? Est-ce que ça va passer par les réseaux sociaux? Est-ce que ça va passer par de la présence, des événements? Comment vous arrivez justement à toucher ces jeunes-là? Bon sur les réseaux en plus. Alors au niveau du déroulé, du Panam Best Player, le micro. Au niveau du déroulé, donc comme l'a expliqué tout à l'heure Didine, donc c'est des recruteurs de clubs professionnels, donc une vingtaine de recruteurs de clubs professionnels qui travaillent pour des clubs de Ligue 1, Ligue 2. Faut savoir que Didine et moi-même, nous sommes recruteurs. Donc Didine a travaillé pour l'OM pendant 2 ans, c'est ça. Et là, il travaille pour Caen. Moi, je suis dans le recrutement depuis 2000, donc 23 ans. J'ai travaillé 6 ans pour la Auxerre, 3 ans pour le Mans, 3 ans pour Lille, 5 ans pour le Mans, et donc 8 ans pour Strasbourg. Donc le jury est composé d'un panel de recruteurs de clubs professionnels. C'est eux qui proposent des joueurs dans chaque génération, et à la fin on comptabilise, d'accord. Et là la nouveauté avec grâce à Puma et Ferhat Chichek, à qui un grand big up à lui. On pense à lui. Avec Puma, donc on va faire une sorte de storytelling où les joueurs qui seront nominés, les 5 derniers, Ferhat pour Puma viendra dans leur club, mais les joueurs ne le seront pas. Voilà, ce sera fait en toute confidentialité. Il viendra leur annoncer comme quoi ils figurent parmi les 5 meilleurs de leur génération et qui sont conviés à la cérémonie finale. Honorable. Voilà. Alors au niveau du déroulé, c'est ça. Après, bien sûr, on travaille sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Twitter, comme tout le monde, là où sont présents les jeunes, les éducateurs, tout ça. Juan Trocé, allez, avant de terminer cette magnifique interview. Deux petites questions. Vas-y. Peut-être pas Didine et Abbès sont là. Donc, qui caractérise aujourd'hui justement la formation en Ile-de-France? Pendant très longtemps, on a parlé de ce football français qui n'avait pas voulu de Griezmann parce qu'on voulait des joueurs peut-être beaucoup plus grands et un peu moins techniques. Qui caractérise donc aujourd'hui cette formation? Et on parlait Karim hier. En Ile-de-France. Et 2, il y a énormément effectivement des joueurs, mais on voit souvent comment des joueurs parisiens formés en Ile-de-France sont obligés de partir ailleurs en France, voire à l'étranger très jeunes,
16, 17 ans, parce qu'il n'y a pas de débouchés. Alors, quels sont les débouchés, justement, pour ce grand vivier que c'est celui de l'Île-de-France? Alors, moi, je vais être très nuancé par rapport à cette question-là. La France n'est pas un pays qui n'aime pas des joueurs comme Antoine Griezmann. J'y crois pas une seule seconde. Peut-être qu'Antoine Griezmann, dans son parcours, il avait besoin de cette étape-là. Peut-être qu'il n'était pas prêt à une époque. Après, aujourd'hui, on aime bien raconter des histoires dans le sens où la France aime bien des profils plutôt différents. Des Antoine Griezmann, on en voit tous les jours dans les terrains amateurs, on en voit dans les centres de formation, ils sont toujours présents. Et aujourd'hui, si Antoine Griezmann est en équipe de France, c'est qu'il y a la possibilité de pouvoir faire en sorte que ce type de joueur puisse s'exprimer au niveau mondial. D'autres s'expriment au niveau national, et après chacun a son parcours. Mais moi, je suis très nuancé par rapport à ça. Moi, je vois pas. Moi, je travaille pour un club professionnel. On me dit pas, faut tel profil de joueur ou tel profil de joueur. Faut que le joueur il ait des qualités de haut niveau technique, tactique, athlétique, etc. Mais il n'y a pas de frein à ce type de profil de joueur, tout simplement. Ouais. Après, là, l'exemple que vous donniez, c'est l'exemple du très très haut niveau. Donc c'est visible, etc. Mais tout ce qu'on ne voit pas, des Antoine Griezmann, il y en a partout. Il y en a beaucoup. Et ce qui fait cette richesse en Île-de-France, c'est sa diversité. Aujourd'hui, finalement, pourquoi l'Île-de-France est l'un des plus gros viviers au monde? C'est parce que, déjà, d'un point de vue de bassin de population, c'est énorme. Donc, il y a énormément de monde. Ouais. Et en plus, c'est énormément divers. C'est-à-dire qu'il y a des profils totalement différents. L'immigration a permis aussi d'avoir des profils totalement différents. Et ce qui fait cette richesse-là. Aujourd'hui, la richesse de l'Île-de-France, c'est sa diversité. On cherche un profil de joueur, on le trouve en Île-de-France. Peu importe Antoine Griezmann, on va le trouver. Mbappé, on va le trouver, etc. Enfin, quand je dis, j'extrapole exprès. Hein. Ouais, bien sûr. L'immigration apporte de la richesse aussi. Hein. Sûr, on l'aura noté. Hein. Oui, Juan José. Non. On poursuit rapidement. Et puis on a une réaction avec Karim. La question, c'était les débouchés, parce qu'on a vu effectivement des joueurs qui arrivent dans les centres de formation du PSG, donc parisiens, et qui sont obligés de partir parce qu'ils n'ont pas des minutes de jeu. Des joueurs qui partent à l'étranger, notamment à un moment donné beaucoup en Angleterre, peut-être trop jeunes, parce que ils avaient l'appât du gain, parce que ça payait bien. Mais voilà, justement, quels sont les débouchés aujourd'hui pour tous ces joueurs? On les amène où? Comme je dis tout à l'heure, chacun son parcours. Parfois, on est dans un club et c'est pas le moment de pouvoir jouer avec l'équipe première, donc ils ont besoin de passer par un autre chemin. Et c'est pas plus mal, c'est chacun son parcours. Tout le monde n'a pas un parcours identique. Je vous donne l'exemple d'un joueur qui est passé par la Paname Best Player, qui a remporté la Paname Best Player, Mathys Tel, qui a joué à Villers-le-Bel, qui a joué à la Jeunesse d'Aubervilliers, à Montrouge, etc., qui a joué au Stade Rennais et qui est parti très tôt au Bayern de Munich. Aujourd'hui, qui fait la Ligue des Champions et qui marque des buts, etc. Et donc, il a remporté la Paname Best Player. Mais un joueur, lorsqu'il trouve une difficulté, il faut qu'il essaie de trouver une solution derrière et puis qu'il soit très fort mentalement. Mais des débouchés, il y en a partout. Il peut rebondir. Il y en a beaucoup qui rebondissent en France même. On en parle très peu aussi de ces joueurs qui rebondissent. Ils repartent sur de la nationale et puis qui puissent rebondir derrière sur de la Ligue 2, de la Ligue 1 et qui ont un parcours. Parce que le parcours des uns et des autres, il est semé d'embûches, de difficultés. Et donc à eux de s'en sortir et de pouvoir trouver des solutions. Didine reste avec nous justement avec Abès. On va revenir rapidement concernant l'Olympique, j'allais dire de Marseille, parce que je suis resté sur l'Olympique de Marseille que vous avez. On est passé par le Stade Malherbe à Caen. Il est à Marseille, c'est ça, Didine, hein? C'est ça. Et ben voilà, Marseille. On y était hier avec l'équipe de France face au Chili. On va revenir sur les hommes de Didier Deschamps, sans oublier aussi Paname Foot et la réaction de Karim. Elle n'est pas oubliée. Allez, on y va. Time Sport revient dans un instant. Time Sport avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et de retour sur l'antenne de Beurre FM, 21h35, la dernière partie de cette émission. On est toujours en compagnie de Didine et Abès de Paname Foot. Justement, ils nous ont compté le football francilien et pas que, aussi le football français et international. En compagnie de Juan José, Grégory, Moha, Karim pour m'accompagner, Aurélien Duhart. On l'a perdu, mais on espère l'apercevoir avant la fin de cette émission. Le 01 53 48 3000, c'est avec Solal. Allez, place à la dernière partie de l'émission. Time Sport, le mode pressing. Allez, avant de retrouver Deschamps, ils sont revenus du côté de Paris et Clairefontaine, même partir dans leurs différents clubs. Karim, réaction avec nos invités de ce soir, Paname Foot. Je voulais juste parler par rapport à l'éducation et l'école. Quelle place a l'école dans votre programme, dans tout ce que vous entreprenez? Et est-ce que vous dites que l'école c'est important et que ça passe par là aussi pour être professionnel du coup? Je prends la parole à Bess avant de te la donner. Moi, je suis directeur d'école, c'est ma profession. Incroyable. Donc, l'école est l'essence même du parcours d'un gamin. Et on sait qu'aujourd'hui, tous ne deviendront pas joueurs professionnels.
Donc ils ont plus de chances mathématiquement de devenir avocat, médecin que joueur de foot. Par contre, s'ils veulent avoir des rêves, il faut qu'ils puissent tenter de les atteindre. Mais l'école est essentielle parce que même si on fait une petite carrière de joueur de football professionnel, il y a l'après-carrière. Et puis l'école permet de nourrir les cerveaux, permet d'avoir des têtes bien faites. Donc, et pour être joueur de foot, vaut mieux avoir une tête bien faite qu'une tête pas remplie. Donc l'école est la base de tout, je dirais. Ok, merci beaucoup Didi. Ah bah oui, justement. L'école, c'est ça, important. Grégory, c'est le discours qu'on entend généralement de tous les professionnels qui sont dans le football. Ah ben voilà, jamais oublié l'école. Le sport, c'est un volet. Avant toute chose, on forme des hommes. À partir de 14-15 ans etc. Et forcément le parcours scolaire est tout aussi important, si ce n'est plus que le parcours footballistique, parce que les probabilités, comme il l'a dit tout à l'heure, elles sont très 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 faibles. Faut s'en souvenir, c'est ça, faut s'en souvenir. 3-2 hier du côté de l'Orange Vélodrome, match amical, la France face au Chili. Juan Trocé, les hommes de Didier Deschamps, ça passe, mais toujours, on a l'impression. Ça passe, on a mis 2 buts quand même, les Chiliens. Il y a eu des buts, surtout ça passe, mais parce que on va se rappeler, ce n'est pas parce qu'ils sont arrivés en finale du dernier mondial que le parcours de la France jusqu'aux 2 derniers matchs, on va écarter un peu la finale parce que c'était pas terrible non plus, mais c'était pas un parcours passionnant. Donc c'est vrai que la France à chaque fois on a l'impression qu'elle pourrait faire mieux, mais la réalité c'est qu'il y a des résultats. Alors pour les 2 matchs qui viennent d'avoir lieu, donc la défaite face à l'Allemagne, c'est plus ou moins logique si vous voulez, parce que c'est l'Allemagne qui est le pays qui va organiser dans à peu près 3 mois l'Euro, une Allemagne qui était faible ces derniers mois, puisqu'il y a eu quand même pas mal de défaites, une Allemagne qui avait fait un mondial assez minable, comme l'Espagne d'ailleurs, puisqu'ils étaient dans le même groupe en face des poules. Donc une Allemagne qui devait montrer face justement à la France qu'ils étaient en capacité de pouvoir gagner, et je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Il y a à signaler quand même le retour de Kroos dans l'équipe allemande. Et puis le match d'hier, écoutez, le Chili, c'est l'une des grandes nations de l'Amérique latine, mais c'est pas la plus grande nation de l'Amérique latine non plus. Eux, ils auront la Copa América, mais ils n'ont pas la Coupe d'Europe. Et le match d'hier, quand même, il y a un manque d'intensité, ce qui est logique pour des joueurs qui, dans 3 mois, savent qu'ils vont devoir, qui sont en train de gagner, pour certains, sa place en équipe de France. Il y a un manque de concentration. Je pense que c'est le cas flagrant, c'est celui de Kylian Mbappé sur ce 2 matchs. Et puis, l'enjeu de ces matchs pour la plupart des joueurs de l'équipe de France, c'était de ne pas se blesser et pas perdre sa place. Et en fait, les matchs amicaux, ça sert essentiellement pour tester des nouveaux schémas, pour tester des nouveaux joueurs. Mais pour le reste, je suis pas très inquiet au regard de ces 2 matchs, parce que justement, l'équipe de France, ses objectifs sont ailleurs. Et notamment en club, la Champions League pour le PSG, le Paris Saint-Germain, et la Coupe d'Europe des Nations, donc pour l'ensemble du groupe. À venir. Réaction avec Didier Deschamps. Moi, juste par rapport à ça, ça c'est l'éternel débat avant chaque grande compétition, l'Euro ou la Coupe du Monde. Moi, je me rappelle qu'en 98, l'équipe de France, au niveau des matchs amicaux, c'était pas terrible du tout. La presse démontait Jacquet, il avait sa tête sur le billot. Voilà. Et à la fin, la fin d'histoire, on la connaît tous. Il termine champion du monde. Donc tous ceux qui avaient parlé avant, donc voilà, on s'est retrouvés comme des cons. Voilà. Et bien souvent, c'est comme ça. Donc moi personnellement, j'attache pas une grande, tu l'as dit toi-même, une grande importance aux matchs amicaux, parce que il y a des objectifs différents. Et pareil, si vous avez en 2018, avant la Coupe du Monde, les matchs amicaux, c'était pas fameux du tout. La France n'était pas du tout favorite. Et pourtant, elle termine champion du monde. Voilà, mais ça, on l'oublie. Mais c'était un parcours, ce qu'on disait, c'était un parcours
compliqué parce que les premiers matchs, je crois que c'était face à l'Australie. L'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud à Marseille, on peut. C'était très compliqué, donc ça a toujours été très compliqué. Excuse-moi, mais dans l'histoire, au niveau de la France, ça a tout le temps été compliqué. J'ai toutes les Coupes du Monde en tête. Si tu regardes, en 1998, ils passent le premier tour sans embûche, il n'y a pas de problème. Ensuite, en huitième de finale, ils passent devant le Paraguay, but en or, voilà, de Laurent Blanc. Ensuite, en quart de finale, il passe au penalty devant l'Italie, au penalty. Et je sais pas si vous vous rappelez, Roberto Baggio, il met un poteau avant la dernière minute, sinon il n'y a pas de pénalty, l'Italie elle gagne. Le parcours de la France il s'arrête en quart de finale. En demi-finale, la France tape la Croatie. C'est Thuram qui a jamais marqué de but de sa vie, qui marque 2 buts et il s'impose 2-1. Il a raison. Il y a eu que la finale. Après c'est pas une génération 98. On a plutôt une génération qui est montante et en construction. Et l'équipe de France en construction parce que 96, bon, c'était la cata, toutes les compétitions précédentes. Aujourd'hui c'est pas le cas. Aujourd'hui on a quand même quasiment les meilleurs joueurs à tous les postes. On a peut-être une problématique et il l'a dit, de séquences. Les matchs amicaux sont faits pour tester des séquences, des schémas de jeu. Moi, j'en vois pas. Je veux dire, je sais à mourir d'ennui quand je vois un match d'équipe de France, que ce soit en match amical ou en compétition. Et c'est un petit peu problématique. Et là, par rapport au dernier match, ce qui est peut-être encore plus problématique, c'est une des rares fois où je vois un capitaine d'équipe de France qui est peut-être le plus mauvais joueur sur le terrain. Mais il n'y a pas que ça. Je rejoins tout ce que vous dites sur les. On va l'écouter. On a pris l'exemple de France 98, c'était le cas en 2018 aussi. Les matchs amicaux avant la Coupe du Monde 2018, l'équipe de France était totalement inefficace, qui se sont fait tuer par la Colombie, qui était pas du tout en forme. On prend pas la Colombie de 2014, avec des cadres partout en Europe. Mais au-delà de ça, les matchs amicaux, j'ai un problème avec parce que l'UEFA bourrine les joueurs de 500 matchs en plus par an et tue leur santé complètement. Dans ce cas-là, en fait, ils servent à rien en fait ces matchs parce que 2 matchs de préparation, 2 matchs amicaux avant une compétition, c'est totalement impossible de créer un collectif sur uniquement 2 matchs. Il faudrait la majorité des équipes qui prennent une compétition se forment tout au long de la compétition concernée, jamais sur ces 2 matchs avant cette compétition. De l'autre côté, l'équipe de France, inquiet, non pas inquiet, l'équipe de France joue de la même manière depuis 10 ans. Je vais pas avoir des inquiétudes maintenant et me dire ça joue mal au football en équipe de France. Absolument pas. L'équipe de France n'a pas le ballon depuis 10 ans. L'équipe de France n'est pas une équipe de possession depuis 10 ans. Du coup, pourquoi être inquiet? Être inquiet quand on voit une équipe comme l'Allemagne qui revient. Peut-être il joue à domicile. Je veux bien, Juan José, c'est un argument assez important. Mais c'est une équipe qui avait pas Toni Kroos avant. Il vient, il s'intègre au milieu de terrain et il arrive quand même à déstabiliser le milieu de l'équipe de France qui se connaît depuis 2022. Et c'est pas quelque chose de normal. Aujourd'hui, des équipes, alors il y a beaucoup de talent du côté des Allemands. Je pense à Florian Wirtz qui a complètement tué la défense française, qui elle aussi est une passoire en passant, parce que les passes en profondeur et les passes en louche, alors que t'es défenseur central à Arsenal ou défenseur central au Barça, tu peux pas te permettre de laisser passer des choses comme ça. C'est pas quelque chose qui relève du domaine du professionnel à mes yeux. Du coup, inquiet, oui, non. J'ai vécu personnellement le match face à la Belgique en 2018 où j'ai vu un certain Eden Hazard tuer l'équipe de France pendant tout le match et à la fin on s'en sort. Il y a le facteur chance dans le football qui existe aussi. On espère qu'il va perdurer pour l'équipe de France. Mais à partir d'un moment, il faut multiplier ce facteur par celui du pragmatisme et du réalisme devant les buts. Aujourd'hui, on l'a pas vu sur 2 matchs d'affilée. C'est vrai qu'il y a eu 3 buts sur ce dernier match face au Chili, mais bon, en Europe, ça sera une autre manche. On verra pour l'équipe de France. Dans le jeu, je suis pas inquiet, ça a toujours été mauvais. Dans le réalisme, on espère quelque chose de mieux en tout cas. Bien sûr. Ah bah espère bien, hein. Ouais, Dédé, on espère, hein. Oui, on va prier, hein. Moi, pour être un peu plus pragmatique, j'aimerais voir l'équipe de France gagner tous les matchs amicaux, mais j'attends la compétition avec impatience. C'est vrai. Parce qu'ils seront jugés à l'aune des résultats. Mais aujourd'hui, c'est le très haut niveau. On attend Didier Deschamps de gagner la Coupe du Monde ou de la Coupe d'Europe. Après, c'est sûr qu'on aimerait tous voir une équipe de France attractive, attrayante, fluide, avec un jeu léché. Beaucoup. On peut pas tout avoir. C'est vrai. Donc malheureusement, on peut pas tout avoir. C'est vrai. Je pense qu'il y a le vivier pour l'avoir. Maintenant, après, je pense que Didier Deschamps est un homme pragmatique aussi. Et qu'aujourd'hui, les résultats parlent pour lui-même pour le moment. Et c'est comme tout à l'heure, hein, c'est un débat toujours passionné et rempli de passion, le football.
Je pense que s'il gagne la compétition, on dira que c'est le meilleur entraîneur de tous les temps. S'il la gagne pas, on dira en fin de compte, comme Jamel Ben m'a dit, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Il faudrait laisser la place à Zizou. Exactement. C'est ça. Exactement. On a un changement de paradigme pour ceux qui ont un certain nombre d'années derrière eux. Jusqu'aux années 2000, les Français étaient connus pour être champions du monde des matchs amicaux. Aujourd'hui, on perd nos matchs amicaux. Par contre, en compétition, on est devenu vraiment très fort et des champions. Ça, c'est bien dit, Sola, là. Pour revenir un petit peu pour ce que tu dis, avant l'avènement du sport collectif en France, parce qu'il faut savoir que je crois que c'est le football qui a gagné le premier titre de champion du monde en sport co. Après, il y a eu le handball. Mais la France, c'était Raymond Poulidor, c'est-à-dire l'éternel deuxième. Et on se satisfaisait de ça. À la limite, Poulidor, il y avait une question il n'y a pas longtemps sur une radio, je crois que c'était sur RMC. Est-ce que si Poulidor avait gagné les Tours de France, il aurait été aussi populaire? Poulidor, il n'a jamais gagné un Tour de France. Il a tout le temps été deuxième. Et c'est pareil dans le football. Avant, je parle d'avant les années 90. Aussi. En 1982, quand la France arrive en demi-finale devant l'Allemagne, elle mène 3-1. Et finalement, ils se font taper 3-2, 3-3 au penalty. C'est l'Allemagne qui va en finale. Et on gagne plus rien. Bon, on gagne après l'Euro 84. De 84 à 98, avant que Zizou et sa bande arrivent, il n'y avait rien du tout. Il y a eu la catastrophe de 94. La catastrophe de 94 avec l'élimination contre la Bulgarie au Parc des Princes. C'est ça aussi. Alors, juste rappeler, on est un peu moins des 3 mois du début de l'Europe. La France reste quand même la favorite pour gagner ce championnat, parce que quand vous voyez l'Allemagne, on l'a dit tout à l'heure, l'Allemagne vient de passer quelques années très compliquées. Donc est-ce qu'elle va retrouver le ton d'une compétition le niveau qu'on l'a connu par le passé? C'est le même cas pour l'Espagne, qui est loin d'être à son meilleur niveau, comme l'Allemagne, et elle a beaucoup souffert lors du dernier mondial. L'Angleterre est une équipe qui n'arrive pas à convaincre depuis plusieurs années. On l'attend, mais elle n'arrive jamais. On voit que le groupe d'ailleurs de l'équipe de France est quand même assez facile, parce que il y a la Pologne, il y a les Pays-Bas, il y a l'Autriche. Les Pays-Bas dont on attend beaucoup, mais on voit aussi que c'est une équipe en reconstruction, comme l'est la Belgique d'ailleurs. Donc la grande favorite de l'Euro, ça reste quand même la France. Mais vous avez raison, maintenant il va falloir effectivement assurer la compétition, assurer la qualification en phase de poule, aller en 8e et démontrer qu'on est vraiment les favoris. Je suis d'accord avec toi. Rapidement, Abbas. Je suis d'accord avec toi. Il y avait cette équipe d'Angleterre aussi, qui est l'éternelle. Voilà. L'Angleterre, on a eu des Beckham, des Gerrard, des Lampard, des John Terry, des Rio Ferdinand, des Owen Rooney, et qui n'a rien gagné avec cette superbe génération. Alors attention, peut-être que là ils vont me faire mentir et qu'ils vont gagner. Ils ont une superbe génération. Finaliste du dernier Euro. Finaliste du dernier Euro. Quart de finaliste éliminé par la France. Ça reste aussi un des favoris avec la France. Voilà. Après, il peut y avoir une surprise, comme il y a 4 ans, l'Italie a gagné. Personne ne misait sur l'Italie. Merci Abbas. Justement, allez, place pour cette dernière partie à la chronique d'Aurélien Duhart. Bonsoir les âmes, bienvenue à tous et à toutes. Merci infiniment pour ce temps d'écoute. Eh bien, ça tombe bien. Aujourd'hui, aucune motivation pour écrire, et Bilal me propose le thème de la motivation, justement. Je pourrais te parler de ces combats où j'avais aucune motivation pour y aller, parce que c'était pas bien payé, parce que j'étais fatigué, parce que je prenais des coups, et peut-être tu te reconnaîtras pas. Je vais plutôt te parler des situations comme celle d'aujourd'hui, des douleurs dans le corps, des incompréhensions émotionnelles, une fatigue latente, ce printemps qui tarde. Et il y a plus fort que la motivation. La motivation, elle est fluctuante. Des fois, t'as envie, des fois, t'as pas envie. Ça dépend de tes humeurs, ça dépend de ton entourage, ça dépend de l'objectif. Des fois, tu perds le fil. Il y a plus puissant que la motivation. On va pas perdre de temps, je vais donner le secret tout de suite. L'imagination et la discipline. Prends le temps. Si tu n'as pas de motivation, c'est que tu es en train d'imaginer le pire. T'es en train d'imaginer ce que tu ne veux pas. T'es en train d'imaginer que tu vas rater, que la compétition est trop forte, que t'es pas au niveau, que t'as pas de chance. Donc tu utilises ton imagination, l'un des outils le plus puissants, contre toi-même.
Maintenant, si tu prends 5 minutes par jour, dès ton réveil, à des moments clés, pour imaginer exactement ce que tu veux. Comme je l'ai fait aujourd'hui, une migraine. J'ai appris cet après-midi que j'ai un ligament qui est rupturé. Je n'arrivais pas à écrire. Et je me suis fait mes 3 rituels aujourd'hui. D'imaginer que je serais face à ce micro, entouré de belles personnes, avec des gens qui m'écoutent. J'ai fermé les yeux, j'ai vu le studio et j'ai laissé monter surtout l'émotion, le souvenir des fois où j'étais là et j'avais la patate. Je peux t'assurer qu'au moment où je te parle là, je sais que ça peut te chambouler. J'ai des douleurs à 9 sur 10 dans mon corps. J'étais couché, Bilal, tu le sais, il y a encore 1 heure. Et le fait d'imaginer régulièrement ce que tu veux, ça génère en toi cette énergie justement de motivation. Si t'as un moment de doute là, souviens-toi d'un moment avec un ami. Souviens-toi d'un moment où tu as reçu un cadeau. Souviens-toi d'un moment où tu as reçu un coup de fil d'une personne qui compte pour toi. Souviens-toi du dernier repas. Souviens-toi de petites choses comme ça. Et cette accumulation de souvenirs positifs va te faire sécréter en toi toutes ces hormones qui te mettent en mouvement. Et tu seras pas surpris. Pense à ton ex la plus difficile. Pense à ce connard qui t'a fait du mal. Pense à ce patron qui abuse de toi. Regarde, en imaginant ça, immédiatement, tu as senti dans ton corps une baisse d'énergie. Alors la première chose, trouve un but précis. Aujourd'hui, j'ai ce but d'impacter le monde, quel que soit mon état. C'est facile quand on a la pêche. Avoir un but précis. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie et comment tu veux impacter ce monde? La deuxième chose, d'y mettre de l'imagination et c'est pas suffisant du mental. Ne pense pas aux souvenirs. Vis-le. Comment tu te sentais à l'intérieur? La joie, l'euphorie, la satisfaction, le contentement. Comment était le visage des gens qui étaient autour de toi? Les sourires, le partage. Et c'est ça qui va t'animer. Et ensuite, le dernier point, la discipline. Sache être discipliné. Tu es un disciple, celui qui apprend, immet. Tu commences à vieillir le jour où tu as fini d'apprendre. Chaque jour, mets-toi à ta besogne. Aujourd'hui, au lieu d'écrire 20 lignes, j'en ai écrit 1. Et c'est ok, j'ai écrit. Au lieu de faire mes 20 minutes de respiration, j'en ai fait que 5. Au lieu d'avoir 90% de pensées positives aujourd'hui, j'ai eu 90% de pensées négatives. Et j'ai gardé ces 10% pour rester discipliné, m'accrocher à quelque chose de plus grand et garder la foi. Imagination sur un but bien précis, avec une émotion forte, et fais ta besogne tous les jours. Un grand merci, Aurélien Duhart, qu'on pourra retrouver la semaine prochaine, mercredi soir, sur l'antenne de Beurre FM. Un grand merci à Panam Foot, en la personne de Abbas et aussi de Didine. Le 20 mai, on l'oublie pas. Toutes les informations sur les réseaux sociaux, notamment sur le site internet panamfoot tout accroché.fr. C'est bien ça. Hein. Panam Foot, et on vient de créer donc une nouvelle page sur Panam Best Player. Voilà, Panam sur Instagram. Best Player, voilà, sur Instagram. Voilà, un grand merci à vous deux, à Grégory, sans oublier Karim pour m'accompagner, Moha et Juan Trocé. Grégory était de la partie avec Anis. Anis, c'est aussi le frérot qui l'accompagne. On nous a pas donné le prénom, mais en tout cas, il se reconnaîtra. Et à toi, Solal. Un gros big up à Solal à la réalisation. Vanessa qui arrive, 22h, minuit. Bye bye. Retrouvez Time Sport en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.